Alors, j'ai appelé le livre «Le piège Daesh» à une époque où l'État islamique, à force de provocations sciemment orchestrées, comme la réduction en esclavage d'un certain nombre de communautés, l'attitude envers les femmes, les enfants, les minorités, voilà, tout ce qui pouvait révulser les opinions occidentales à juste titre, l'État islamique, donc, ou Daesh, comme on veut, a engagé des pays occidentaux dans une guerre avant même que ceux-ci aient pu prévoir une sortie politique, ni même proposer une solution aux populations arabes sunnites, notamment du Moyen-Orient, qui se sont données à l'État islamique pour de bonnes raisons qu'il faut comprendre si nous voulons avoir des chances de battre cette organisation sur le plan militaire, mais aussi sur le plan politique. Parce que sur le plan militaire, l'État islamique n'est pas une puissance militaire, c'est une puissance politique qui profite d'un phénomène commun à beaucoup de pays de la région, à savoir l'effondrement des États dont la genèse remonte à 1920 avec les États créés par les puissances alliées sous mandat. Donc c'est le cas de la Syrie, de l'Irak, du Liban, auxquels s'ajoutent aujourd'hui d'autres pays qui sont également concernés, même s'ils n'ont pas la même jeunesse, comme la Libye ou le Yémen, par exemple. Donc le Daesh fait son miel des États en perdition, et évidemment, ça n'est pas l'inverse. Ça n'est pas Daesh qui a provoqué la crise politique que vivent ces pays. Il y a un grand débat sémantique. Doit-on appeler l'État islamique Daesh ou l'État islamique? Il m'a semblé qu'il valait mieux reprendre l'appellation d'État islamique, d'une part parce que le terme Daesh est très connoté au Moyen-Orient. Daesh, c'est la façon dont les adversaires déclarés de l'État islamique l'appellent, et notamment les régimes en place qui n'ont rien à envier à Daesh pour certains d'entre eux, comme celui de Bachar el-Assad donc à Damas. Et ça n'est pas la seule raison. Une seconde raison tient au fait qu'il me semble que l'État islamique a des prérogatives, des qualités essentielles pour un État, c'est-à-dire un drapeau, un territoire, même s'il n'y a pas de frontières, un pouvoir exécutif, un pouvoir judiciaire. Il n'y a pas de pouvoir législatif puisque c'est la charia version salafiste qui en tient lieu, mais il y a par exemple un système de fiscalité, il y a des tribunaux, il y a des juges religieux, on fait exécuter les peines, donc beaucoup d'attributs qui sont ceux d'un État, et islamique n'étant moi-même ni une autorité religieuse ni musulman, je ne suis pas en capacité de dire qu'un tel qui se réclame de l'islam n'est pas musulman. Il suffit que quelqu'un dise « j'agis au nom de l'islam » pour que, d'une certaine façon, je sois contraint de le compter parmi les musulmans, et c'est ce que je fais. Alors, il est vrai qu'on peut se poser la question sur la dégénérescence confessionnelle des printemps arabes, notamment, qui, à partir de 2011, ont débuté à partir de mots d'ordre de la société civile, des réformes sociales, la dignité, l'absence, l'arrêt de la répression, liberté d'expression, etc. Pourquoi de tels mots d'ordre ont finalement abouti à des crispations identitaires, confessionnelles, mais pas seulement, ethniques aussi, arabes et kurdes? Je crois que la réponse, elle est dans le caractère illégitime des États en place aux yeux d'une partie de la population. Ces États n'ont pas été capables de recevoir sur un mode citoyen les revendications de la société civile, et ils ont joué pour certains d'entre eux la politique du pire. C'est notamment le cas du régime de Bachar el-Assad, en jouant la carte confessionnelle pour sauver ce qui peut être sauvé de leur pouvoir.